Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Avec mes collègues élus de l'Ordre des architectes, nous vous accueillons avec un grand plaisir à cet événement. Micro-entreprise, entrepreneur individuel, collaborateur libéral, choisir le statut le mieux adapté à votre pratique. Vous êtes nombreux ce soir, 1 millier d'inscrits. Ce webinaire en direct s'inscrit dans une série de webinaires mensuels ouverts à toutes et à tous qui traitent les sujets d'actualité pour être au plus près des architectes dans leur agence. Nous vous retrouvons chaque premier mercredi du mois de 18 h à 19 h. Le prochain webinaire se tiendra en janvier et sera l'occasion d'échanger sur la RE 2020 un an après. L'événement d'aujourd'hui valant comme formation complémentaire pour les architectes, un email vous arrivera demain et tiendra lieu d'attestation. Pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions dans le module de questions-réponses grâce au bouton Q et R qui est situé en bas de votre écran. Nous ferons notre maximum pour apporter des réponses par écrit ou par oral en suivant. Un replay de ce webinaire sera en ligne à la fin de la semaine sur la page d'accueil du site de l'Ordre, architecte.org, et nous allons également publier un article sur le sujet de ce soir. Merci à toute l'équipe qui œuvre à chaque webinaire avec professionnalisme. Ce soir, Maxime Dutilleul, Benoît Gunsley, Damien Legrand. Je suis ravi de vous présenter les intervenants de ce soir avant de vous emmener dans le sujet. Nous avons avec nous par ordre de prise de parole Lydia Di Martino, directrice juridique de l'Ordre national, Lydie Renoux, expert comptable et dirigeante d'entreprise et intervenant en formation auprès du CROA Pays de la Loire, Guillaume Blanchard, secrétaire adjoint de l'Ordre national et micro-entrepreneur par ailleurs, qui a envoyé un courrier par email aux 12 500 architectes entrepreneurs libéraux hier soir, Yori Kisnar, architecte en micro-entreprise et membre du conseil d'administration de l'association Architectes et particuliers. Alors, je vais passer la parole à Lydia Di Martino. Juste avant, nous faisions un point de préparation. Et Lydia, je te posais mes questions sur ce sujet que tu maîtrises bien mieux que moi. J'ai improvisé un petit schéma que je vais me permettre de projeter à l'écran et qui va illustrer, je crois, tes premiers propos. Lydia, c'est à toi. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour commencer, je vais repartir un petit peu, je ne vais pas vous faire un historique, mais je vais un peu repartir d'une histoire. Vous savez tous que l'article 14 de la loi sur l'architecture, je suis juriste, je fais toujours référence à la loi, prévoit expressément les modes d'exercice de l'architecte et parmi lesquels figure principalement le mode d'exercice libéral. Alors, ce terme libéral a régulièrement été réservé aux professions libérales réglementées et le mode d'exercice libéral représente évidemment un exercice de la profession sous la forme individuelle. Alors, les formations, l'intérêt de ce mode d'exercice, c'est bien entendu que vous êtes les maîtres chez vous, vous n'avez pas de lien de subordination, les créations sont simplifiées, mais jusqu'à présent, ce mode d'exercice présentait également un souci, c'est que patrimoine professionnel et patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel libéral ne faisait qu'un, ce qui signifiait que la responsabilité de l'architecte dans ce cadre d'exercice professionnel était beaucoup moins protégée que ne l'est la responsabilité dans le cadre d'un exercice en société. Donc, le législateur, ces dernières années, s'est évertué à simplifier et à, renforcer cette activité d'entrepreneur individuel et petit à petit à créer des dispositifs qui visent de mieux en mieux à protéger le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Ça a commencé par la déclaration d'incessibilité de la résidence principale, puis la protection de droits de cette résidence, la création du statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui n'a pas donné beaucoup de réussite puisque son formalisme était très compliqué. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, depuis le 14 février 2022, date d'entrée en vigueur de la loi, et le 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur des décrets d'application, l'architecte libéral a désormais le statut juridique qui a été créé d'entrepreneur individuel. Donc, c'est un statut juridique qui est vraiment important parce qu'il permet aujourd'hui de fait de faire une distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l'architecte. Ce qui signifie qu'en fait, le principe, c'est que tout ce qui ne relève pas du patrimoine professionnel relève du patrimoine personnel. On a un décret qui définit la liste de ce qui constitue le patrimoine, professionnel. Alors, vous y trouverez évidemment tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exercice de votre activité, locaux, véhicules, outils informatiques, etc. Il n'y a pas de déclaration particulière à faire, contrairement à l'URL auparavant où vous deviez faire un certain nombre de déclarations. Par contre, il y a quand même des démarches administratives. Donc aujourd'hui,
tous les architectes qui sont inscrits au tableau, le mode d'exercice libéral, sont des entrepreneurs individuels. Les démarches administratives qu'ils doivent faire, ce ne sont pas des démarches administratives pour être entrepreneur individuel, mais ce sont des démarches administratives pour bénéficier de la protection qui a été mise en place par cette nouvelle réglementation pour protéger le patrimoine personnel de l'architecte. Alors, ces démarches, elles sont assez simples, en fait. Ce sont des démarches, en fait, qui consistent à afficher dans vos documents professionnels commerciaux que vous êtes des entrepreneurs individuels. Donc, vous allez devoir ajouter dans votre dénomination la mention entrepreneur individuel. Et vous savez tous que quand on est entrepreneur libéral, votre dénomination, c'est votre nom et votre prénom. Vous pouvez choisir un nom commercial, mais quoi qu'il en soit, votre dénomination, c'est nom plus prénom. Et pour pouvoir bénéficier de cette protection de votre patrimoine, vous allez devoir donc y ajouter la mention EI. Vous allez devoir le mettre sur tous vos documents commerciaux, dans vos devis, dans vos contrats, sur votre site si vous avez un site. Et ce que l'Ordre a fait aussi dernièrement, c'est que de manière automatique, et c'est le mail dont vous parlez, Guillaume, au début de sa présentation, c'est que l'Ordre, de manière automatique, a rajouté cette mention dans votre dénomination qui apparaît sur le site et qui apparaîtra sur votre inscription, sur votre attestation d'inscription, de sorte que vous ayez un début de commencement de preuve en cas de difficulté. Je dis bien un début de commencement de preuve parce que ce sont les démarches essentielles de vos documents professionnels, de votre compte bancaire, de vos RIB, de vos contrats qui vont acter que vous êtes entrepreneur individuel et qui vont vous permettre de prouver, si vous avez ensuite des difficultés professionnelles, de prouver que vous avez fait le nécessaire pour bénéficier de la protection. Ça, c'est le principe général. Donc, tout architecte libéral inscrit au tableau est un entrepreneur individuel et bénéficie du statut d'entrepreneur individuel. Maintenant, à l'intérieur de ce statut d'entrepreneur individuel, il y a plusieurs catégories. Et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose qui est moins ordinal, mais qui a plus à voir avec la simplification de vos démarches de déclaration fiscale, sociale et de votre quotidien. Donc, la première catégorie, et là, c'est le schéma, c'est un schéma qui va arriver. La première catégorie, c'est le libéral entrepreneur individuel qui a un chiffre d'affaires, on va dire, supérieur à 72 600 €. En fait, en dessous du chiffre d'affaires de 72 000, pas 172 000, de 72 600 € hors taxe, je dis bien de chiffre d'affaires, vous pouvez bénéficier de procédures administratives simplifiées et relever du régime du micro-entrepreneur. Alors, le régime du micro-entrepreneur, ce qui va être intéressant dans ce régime, c'est que vous allez faire des déclarations d'impôts simplifiées et que vous allez payer des cotisations sociales forfaitisées tous les mois en fonction de votre chiffre d'affaires déclaré. Alors ensuite, la déclaration va être non pas tous les mois sur le micro-entrepreneur, mais ce sont plutôt elles sont optionnelles. Vous pouvez choisir le rythme de vos déclarations, mais vous allez donc bénéficier de régimes, je dirais, de démarches administratives beaucoup plus simples, contrairement au régime, je dirais, du libéral classique qui a un chiffre d'affaires supérieur à 72 600 € et qui doit donc là faire des déclarations d'impôts, doit faire des déclarations pour ses cotisations sociales, tout en sachant quand même, petite info, que depuis avril 2022, quand vous êtes au-dessus du seuil de 72 600 € hors taxe, vous n'êtes pas micro-entrepreneur, mais on a simplifié la vie quand même des entrepreneurs individuels et vous faites une seule et unique déclaration de votre chiffre d'affaires, de vos revenus en fait, sur le site impôts.gouv, qui serviront ensuite au calcul définitif de vos cotisations, de vos contributions sociales et de vos impôts. Sur le régime du micro-BNC, là encore une fois, il y a des seuils intermédiaires. Le premier seuil, c'est celui de 72 600 € hors taxe de chiffre d'affaires, qui vous permet donc, à partir de là, de commencer à bénéficier de conditions, on va dire, plus simples pour le paiement de vos impôts et pour le paiement de vos contributions sociales. Ensuite, il va y avoir un autre seuil. À l'intérieur du micro-entrepreneur, il y a une sous-catégorie. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, mais la sous-catégorie auto-entrepreneur. Alors, cette sous-catégorie d'auto-entrepreneur, elle est celle qui consiste en fait, lorsque vous êtes un micro-entrepreneur et que vous avez un chiffre d'affaires en dessous du seuil, à pouvoir opter
pour ce qu'on appelle le prélèvement libératoire à la source. Alors, derrière ce jargon un peu compliqué, ça signifie que vous allez, vous, en tant qu'auto-entreprise, procéder à vos déclarations mensuelles ou trimestrielles de votre chiffre d'affaires et vous allez ensuite, on va vous réclamer le paiement en même temps à la fois de vos cotisations sociales et de votre impôt sur le revenu. Alors, ce système d'auto-entreprise, qui est désormais en fait plutôt un jargon fiscal, n'est pas ouvert à tout le monde. Et là, encore une fois, il y a des conditions qui sont assez strictes. Et cette fois-ci, ce ne sont plus des conditions de chiffre d'affaires, mais des conditions de revenu fiscal. C'est-à-dire que si vous avez un revenu fiscal inférieur à 27 519 € pour un célibataire, 55 000 € pour un couple. Qui dit revenu fiscal, c'est évidemment l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Vous allez pouvoir opter et faire les démarches, parce que ça ne se fait pas automatiquement. J'attire votre attention sur ce fait. Micro-entrepreneur, auto-entrepreneur nécessite que vous fassiez la démarche auprès des services administratifs pour pouvoir demander à relever de ce régime. Donc, cet auto-entrepreneur, lui, aura des démarches encore plus simplifiées puisque ça lui permettra de payer en une seule fois ses impôts, ses cotisations, en fait, comme nous les salariés, hein, finalement, avec le prélèvement à la source, et vous n'aurez plus rien à faire. Alors après, je vous expliquerai que ça se calcule. Ça vaut peut-être, il faut faire très attention parce que ça paraît parfois très simple de faire toutes ces déclarations d'un seul coup et tout payer d'un seul coup. Et puis, il peut s'avérer que finalement, au bout du compte, vous allez payer des impôts plus chers que si vous aviez opté pour un régime traditionnel. Si je rentre enfin dans les détails, je ne sais plus combien de temps il me reste, mais donc, vous avez un seuil de 72 600 € qui est celui qui vous permet de bénéficier donc du régime de la micro-entreprise avec des cotisations sociales allégées. Elles sont forfaitaires et elles sont de 22,2%. Elles ont été un tout petit peu augmentées parce que désormais les professionnels libéraux peuvent bénéficier d'indemnités au titre de l'arrêt maladie, etc. Et donc, du coup, le taux forfaitaire des contributions sociales a été augmenté. Donc, sur les régimes ensuite de l'impôt, c'est facile. Vous allez déclarer un bénéfice, vous allez obtenir un abonnement en dessous de 72 600 €. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Il y aura un abonnement forfaitaire de 34% sur ce chiffre d'affaires pour vos frais et charges. Et le résultat, ce sera ce que vous devrez aux impôts. Donc, c'est vraiment une déclaration avec une forfaitisation. Vous n'avez pas à vous embêter à décompter tous vos frais, tous vos charges. Tout est forfaitisé, contrairement, je dirais, aux professionnels qui sont au-dessus des seuils, qui doivent faire des déclarations régulièrement tous les mois. Ensuite, il y a autre chose dans tous ces régimes. Il y a le régime de la franchise de TVA. Je la mets à part parce que ce régime de franchise de TVA, en fait, il n'est pas ouvert à tous les micro-entrepreneurs. Il n'est ouvert qu'aux micro-entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires annuel hors taxe qui ne doit pas dépasser un certain seuil. Et en fait, c'est assez compliqué. Il ne faut pas que vous ayez un chiffre d'affaires qui dépasse 36 500 € pour l'année civile en cours. Donc, on prend 2022. Vous devrez avoir un chiffre d'affaires de l'année 2022 hors taxe inférieur à 36 500 € cette année, mais il faudra aussi, si vous avez commencé votre activité depuis que l'année d'avant, vous ayez un chiffre d'affaires compris entre 34 400 et 36 500 et l'année d'avant de 34 400. Ne vous inquiétez pas, tout ça figurera sur la note qui vous sera diffusée. Donc, l'intérêt de la franchise de TVA, c'est que toutes les opérations que vous faites, vous facturez à vos clients une somme qui est hors TVA, sous réserve, bien entendu, de faire vos factures en mettant bien la bonne mention qu'il faut, à savoir TVA non applicable en application de l'article 293B du CGI. La contrepartie, c'est que vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur les achats des biens et des services qui sont liés à votre activité. Mais vos sommes donc, que va payer votre client, elles sont nettes. Par contre, en cas de dépassement des seuils, et c'est là où il faut être vigilant quand vous avez une activité professionnelle où vous sentez qu'elle est en pleine, comment dirais-je, accroissement, c'est que si le jour où vous dépassez le seuil et vous ne pouvez plus bénéficier de la franchise de TVA, le mois qui suit le dépassement, vous devrez relever du régime de la TVA. Donc, solliciter auprès des services fiscaux un numéro de TVA et puis faire figurer la TVA dans vos factures et surtout, pour toutes les opérations qui ont été réalisées dans le mois
pas dans le mois qui suit, hein, mais dans le mois du dépassement, vous devrez émettre des factures avec, on va dire, rectificatives, avec application de la TVA. Donc, le régime de franchise de TVA, il est très intéressant, mais il faut néanmoins quand même avoir une prospection de son activité parce que l'année du dépassement peut être une année compliquée à gérer. Enfin, au niveau du statut, de ce statut de micro-entrepreneur, il peut être exercé par beaucoup de monde, il peut être exercé en cumul d'activités. C'est quelque chose qui est intéressant dans le cadre d'une activité salariée. On peut être salarié et micro-entrepreneur. On peut être retraité et micro-entrepreneur dans le cadre du cumul emploi-retraite. Tous les dirigeants de sociétés d'architecture qui sont assimilés salariés. Donc, ça va être le cas pour les présidents et dirigeants de SAS d'architecture. Ça va être le cas, par exemple, pour le gérant non associé d'une SAL ou d'une SARL d'architecture, puisque dans le cas spécifique des SARL d'architecture, le gérant n'est pas nécessairement un associé. Là, le dirigeant de ce type de société va pouvoir aussi cumuler une activité de micro-entrepreneur, pourquoi pas. C'est le cas pour l'associé unique d'une EURL. Donc là, ça peut en intéresser certains aussi. Mais en tout cas, généralement, le principe qui est clair pour l'administration fiscale, c'est on ne cumule pas de statut de micro-entreprise. On peut faire plusieurs activités dans une micro-entreprise, mais on ne peut pas avoir deux micro-entreprises avec des activités différentes. On ne peut pas être micro-entrepreneur pour un seul et unique client si on n'a pas signé un contrat de collaborateur libéral. Alors, le contrat de collaborateur libéral, il est très intéressant, mais il permet aux micro-entrepreneurs de protéger à la fois le micro-entrepreneur et de protéger également son commanditaire. Quand vous êtes collaborateur libéral, vous avez un contrat qui comporte des mentions obligatoires et parmi lesquelles figure notamment l'obligation pour l'architecte qui vous emploie, même si le mot employé n'est pas le bon terme, mais en tout cas l'architecte qui fait appel à vos services, vous êtes vous-même inscrit à l'ordre sous le statut libéral avec une assurance et vous allez travailler pour le compte d'un autre architecte qui est soit une personne physique libérale, soit une société d'architecture. Mais dans ce cadre de contrat de collaboration libérale, on va devoir vous réserver obligatoirement un espace-temps pour rechercher votre propre clientèle. À partir du moment où vous avez cet espace-temps qui vous est réservé, vous bénéficiez des locaux de l'entreprise qui vous accueille. Vous pouvez donc aller chercher votre autre clientèle et travailler avec d'autres clients. Ça ne pourra pas être requalifié par l'administration de contrat de travail. Si jamais vous n'êtes pas passé par là et que vous êtes directement en train de travailler avec un auto-entrepreneur qui consacre principalement son activité à vos services sans avoir signé ce contrat, alors vous prenez le risque, si l'auto-entrepreneur ne peut pas justifier avoir d'autres clients, d'une requalification en contrat de travail et du rattrapage, évidemment, de toutes les charges que vous n'auriez pas été amené à payer. Donc ça, c'était le petit focus que je voulais faire sur ce point particulier du statut de micro-entrepreneur uniquement dédié à une seule activité. Et puis, dans les autres activités incompatibles, enfin, il y en a, quand on est associé d'une société d'exercice libéral, on ne peut pas être micro-entrepreneur. Et quand on est aussi associé d'une société civile professionnelle, il y a encore quelques architectes qui sont associés de SCP, les bénéfices des associés de ces sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime de la micro-entreprise. Voilà. Je pense que j'en ai fini pour ma première partie de présentation. Merci beaucoup, Lydia. Il y a beaucoup de questions dans le module de questions-réponses. Certaines sont répondues et d'autres, on y reviendra à la fin. On les garde au chaud. Je passe la parole à Lydie Renou, si je ne me trompe pas. Lydie, c'est à vous. Guillaume ne devait pas intervenir sur la partie micro, je pense, parce que moi, après, c'était un côté un poil plus général. J'interviendrai juste après, Lydie, si ça te va. Ouais. Alors, il y a un petit support qui doit vous être présenté. Alors, déjà, bonjour à tous. Alors, moi, j'interviens ce soir plus sur un volet un peu plus général et notamment sur les différentes
possibilité qui existe à un jeune professionnel, ou des moins jeunes d'ailleurs, à s'installer dans des statuts qui peuvent être différents des micros. Et je voulais attirer ce soir votre attention sur le fait que c'est vrai que sur le papier, et vous l'avez très très bien évoqué Lydia, ça peut paraître simple d'être en micro-entreprise. Maintenant, ça a aussi quelques contraintes. Certes, c'est une simplification au niveau administratif, mais il y a des éléments qui doivent être intégrés, c'est-à-dire qu'en micro, c'est un abattement qui est fait auprès de l'administration fiscale, donc vous ne calculez pas votre résultat au réel, ce qui veut dire que vous ne déduisez pas des frais de déplacement. Si vous êtes locataire, si vous avez un loyer, vous ne pouvez pas les déduire, il est intégré dans l'abattement. Et donc, il faut être très attentif là-dessus, puisque, comme il a été évoqué, à un moment donné, vous risquez de payer plus d'impôts que si vous aviez été au réel. Et donc, pour choisir le meilleur statut qui vous convient, puisque chaque cas est particulier, il faut, en tout cas, j'aime à dire qu'il faut étudier les 4 volets. Il y a l'aspect, je vais commencer par l'aspect social et notamment tout ce qui est couverture sociale. Quand vous êtes en micro-entreprise ou en BNC ou en entreprise, ou en bénéfices non commerciaux ou en entreprise individuelle, vous êtes ce qu'on appelle un travailleur non salarié. Qu'est-ce que c'est un travailleur non salarié? C'est quelqu'un qui travaille, mais qui n'a pas de contrat de travail et qui n'est pas dans ce qu'on appelle le régime général. Le régime général, c'est quoi? Vous avez un bulletin de salaire. Tous les mois, on vous calcule, vous avez une rémunération et sont prélevées chaque mois des cotisations sociales en termes d'allocation familiale, en termes de retraite. Alors, ça ne vous concerne pas, mais pour des salariés qui ont un contrat de travail en termes de pôle emploi et de couverture chômage, et puis tout ce qui est mutuelle et protection sociale. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans le régime général, si vous êtes en arrêt de travail ou en congé maternité, eh bien là, il va y avoir la possibilité pour vous d'avoir, on va dire, d'éviter une perte de rémunération, c'est-à-dire qu'il y aura un maintien de rémunération à hauteur de votre rémunération qui est calculée sur votre bulletin de salaire. Alors que quand vous êtes travailleur non salarié, eh bien la protection sociale, elle est moins souple et la mutuelle et surtout la prévoyance va être activée qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'arrêt. Donc sur ce volet-là, sur le volet social, vous êtes moins protégé que quand vous êtes au régime général. Et pour être au régime général, il faut être en ce qu'on appelle en SAS ou en SASU. Donc ça, c'est un point à intégrer. Je continue. L'autre volet est le volet fiscal. Quand vous êtes en micro-entreprise, en auto-entreprise, en entreprise individuelle ou en société à l'impôt sur le revenu, eh bien, vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu avec une tranche classique d'imposition, donc les tranches anciennement 14 et 30% et plus 40 et 45% sur votre revenu d'activité. Vous allez également, pour les micros, être imposé à l'impôt sur le revenu sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire que votre base d'imposition va être calculée sur votre activité, sur votre chiffre d'affaires et pas votre résultat réel. Vous avez des clients qui sont éloignés ou vous avez des frais de structure, vous avez un local. Là, ça vaut le coup de faire le calcul pour savoir si c'est pertinent d'être toujours au forfait plutôt qu'au réel. Si vous voulez bien séparer votre taux d'imposition personnelle et votre imposition d'activité, eh bien là, vous avez la possibilité de créer une société et d'être à l'impôt société. À titre d'information, si votre résultat est inférieur à 38 120, le taux d'imposition de la société sera à 15%. Alors que si vous êtes seul, vous pourrez peut-être, et si vous étiez à l'impôt sur le revenu, vous pourriez être à une imposition plus forte. Surtout qu'en plus,
on ne tient pas compte de la déduction de votre revenu, puisque votre revenu, c'est, au regard de l'administration fiscale, c'est votre simulation. Et ce qui est vrai pour un architecte n'est peut-être pas vrai pour l'autre. Vous pouvez aussi, à titre personnel, avoir un foyer fiscal où vous avez un conjoint qui a une rémunération assez conséquente. Et donc, la fiscalité du ménage peut être sur des niveaux de 30%, des niveaux de 40%, alors que quelqu'un qui débute et qui est tout seul dans son foyer fiscal aura une imposition différente. Donc, même chose, il y a des simulations à faire là-dessus. Je continue le cycle. Il y a l'aspect aussi comptable. Quand vous êtes en micro-entreprise, en auto-entreprise et en bénéfices non commerciaux imposés sur le réel, vous allez être imposé en fonction d'une comptabilité de trésorerie. La comptabilité de trésorerie, ça veut dire quoi? Je fais un parallèle par rapport aux micro-entreprises. Vous allez déclarer le chiffre d'affaires que vous avez réalisé, mais surtout le chiffre d'affaires que vous avez perçu, les recettes que vous avez perçues dans le mois de vos clients. Et non pas en fonction du chiffre d'affaires que vous avez réalisé, que vous avez produit dans le mois. La nuance est quand même un peu différente. À côté de ça, alors pour les micros, c'est bien les recettes encaissées, mais pour les professionnels qui sont au réel en bénéfices non commerciaux, en entreprise individuelle, vous allez être imposé en fonction des encaissements que vous avez reçus de vos clients et en fonction des charges que vous avez payées. Et votre imposition va être la différence entre les recettes encaissées moins les charges décaissées. Et c'est là-dessus que l'administration fiscale va calculer votre impôt. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour une même, on va dire, à périmètre constant, si en fin d'année, vous avez démarré, on va dire, il y a un peu plus d'1 an votre activité, vos cotisations sociales sont souvent appelées sur un montant forfaitaire et souvent sur un montant forfaitaire inférieur. Comme vous serez sur une comptabilité de trésorerie, eh bien, on va prendre votre chiffre d'affaires, moins les charges que vous avez payées et moins les cotisations sociales que vous avez payées, qui sont faibles, et vous allez être imposé sur le différentiel, qui sera forcément un peu conséquent. Et l'année suivante, les caisses sociales vont vous imposer un impôt sur le revenu, mais surtout au niveau des cotisations sociales, sur ce revenu-là. Donc, même chose, il y a un calcul à faire et surtout à la gestion de ce que j'appelle des yo-yo. Il faut bien intégrer et provisionner et mettre de côté l'argent pour payer les cotisations des travailleurs non salariés quand vous démarrez votre activité. Si vous êtes en société, donc la SARL, la SASU et les différentes formes liées aussi de sociétés liées à votre activité, vous allez être dans ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement. Et une comptabilité d'engagement, c'est quoi? C'est ce que j'appelle, moi, une comptabilité qui est un peu plus économique. Vous allez être imposé sur vos revenus, sur votre chiffre d'affaires, en fonction de la production que vous avez réalisée. C'est-à-dire, si vous avez travaillé en octobre, novembre, décembre sur des dossiers et que vous avez facturé soit au 31 décembre, soit facturé même en janvier de l'année suivante votre prestation, on va tenir compte de votre production et pas de votre facturation et pas de votre encaissement. Donc, votre chiffre d'affaires peut être plus important. À côté de ça, on va prendre en compte toutes les charges qui sont liées à la période civile concernée. Je m'explique, si par exemple votre activité s'est développée et que vous avez été appelé sur un minimum de cotisation sociale, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez calculer ou votre expert comptable va provisionner une partie des cotisations qui vont être appelées. Même chose, si vous avez des régules de cotisation, enfin de cotisation d'assurance, par exemple responsabilité civile par rapport à votre volume d'activité, c'est la même chose. On va pouvoir rattacher sur l'exercice présent les régules de cotisation que vous ne paierez que l'année suivante. Donc, c'est un résultat qui va être plus juste et qui va être un résultat plus économique.
On pourrait s'interroger à dire est-ce que c'est pertinent d'anticiper finalement mes recettes alors que je ne les ai pas encore perçues. Alors, c'est une bonne remarque, mais si à titre personnel, vous avez des investissements, et c'est parfois les échanges que je peux avoir avec mes clients, eh bien, si vous voulez investir dans un appartement ou une maison à titre personnel, quand vous êtes en micro, au niveau de votre banquier, ben, c'est un peu délicat. Vous avez juste votre déclaration de revenus, alors que quand vous êtes en société et que vous produisez un bilan, ça leur permet de voir que vous avez un niveau d'activité qui est assez conséquent et qui pourra demain vous permettre d'investir à titre personnel sur des biens propres et des biens personnels. Donc, il y a ce volet comptable. Alors, c'est vrai que quand vous êtes dans une comptabilité de trésorerie, bah, vous pouvez très bien vous passer d'un expert comptable. Il y a des associations de gestion agréées qui peuvent vous accompagner dans vos démarches fiscales quand vous êtes au réel. Donc, c'est vrai que c'est plus simple et moins coûteux. Sur les comptabilités d'engagement, bah, là, évidemment, comme il y a des liasses fiscales et il y a des éléments un peu particuliers à intégrer, on vous conseille fortement de vous rapprocher d'un expert comptable pour construire vos comptes annuels et bâtir cette comptabilité d'engagement. Et puis, enfin, le dernier volet, alors, qui complète ce qui a été dit par Lydia, dans le volet juridique, il y a certes l'aspect, alors déjà, par rapport à votre ordre, hein, l'aspect professionnel est lié vraiment à votre activité. Et puis, il y a aussi le volet rajouter une protection sociale. Quand vous êtes en BNC, alors même si la législation a évolué dans le bon sens, parce que vous pouvez protéger certains biens personnels, on a l'habitude de dire que quand vous créez une société, donc une SARL ou une EURL ou une SAS ou une SASU, ou toutes les formes qui peuvent être déclinées dans ces deux choses, vous créez ce qu'on appelle une personnalité morale. Et donc, vous mettez un écran supplémentaire entre vous, personne physique, et vous, professionnel. Notamment quand vous avez des salariés. Quand vous avez des salariés, eh bien, si à un moment donné, il y a un litige, le salarié attaque souvent la société et va réclamer des sommes à la société et moins à la personne physique et à l'employeur. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là sur l'aspect juridique, hein, ça complète ce qui a été dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est aussi un atout supplémentaire, une protection supplémentaire de rajouter et de créer une société, une personnalité morale. Sur l'aspect juridique, j'ajouterais juste un élément. Quand on crée sa société ou quand on démarre son activité, on pense souvent à l'instant T et à son statut à l'instant T. Il n'en demeure pas moins qu'il faut ce que j'appelle préparer le coup d'après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, dans un horizon à 12 mois, à 24 mois, vous souhaitez vous associer, c'est peut-être pertinent de démarrer tout de suite sur une SARL, puisque quand vous passez d'un statut à un autre, il y a des coûts supplémentaires, il y a des interventions de certains professionnels et des coûts juridiques qui viennent se gréver à cette transformation. Donc, parfois, il vaut peut-être mieux y penser tout de suite, en tout cas anticiper, plutôt que de devoir changer à un coût qui peut être un petit peu conséquent. Donc, voilà ce que je voulais évoquer sur le choix des différents statuts en dehors de la micro-entreprise. Merci beaucoup, Lydie. Guillaume, c'est à toi? Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, je voulais faire plutôt un point en tant qu'architecte pour le coup, et non en tant que juriste ou expert comptable, sur le fonctionnement de l'entreprise individuelle au quotidien. Donc, la plupart d'entre vous qui sont à ce webinaire sont déjà sous ce statut. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui se posent la question de le faire évoluer ou certains qui, étant abonnés sur le site de l'Ordre, réfléchissent à s'inscrire et souhaitent prendre ce statut. C'est des conseils un petit peu pratico-pratiques qu'on met en place au sujet. Donc, déjà, on sait qu'on a une facilité de création d'installation, donc ça peut être un très bon marchepied pour s'installer en indépendant.
Comme ça a été dit, il y a un faible formalisme juridique et comptable. Donc, ça permet de dégager du temps sur la prospection, sur la production et petit à petit, de faire évoluer le statut si on considère que c'est nécessaire. Ça a un avantage fantastique, c'est qu'on décide seul. Et ça, en tant que créateur, des fois, c'est super bien. Par contre, ça a aussi ses défauts, c'est-à-dire qu'on décide seul. Et là, ça peut être assez compliqué. Et pour ça, il faut de la rigueur de travail et de l'implication. Il faut vraiment se poser des limites, en fait, et bien différencier son espace et son usage pro et perso, souvent quand on travaille chez soi. Il faut poser des routines d'organisation, d'avoir des jours de gestion, des jours de prospection, des jours de production, des jours de réflexion, des jours de création. Et puis, comme on est des créatifs, on sait bien qu'on a besoin de contemplation et de respiration, donc il faut se laisser du temps aussi et éviter que le mélange personnel et le mélange professionnel qui peut être rapidement fait avec l'enthousiasme des créations ou ces statuts des fois qui mélangent professionnel et privé peut aussi un peu bouffer sa vie, donc il faut faire attention à soi. Donc il faut avoir ces temps de respiration. Et pour ça, je pense qu'il faut créer ces réseaux de professionnels avec les bureaux d'études à qui on travaille constamment, qui font partie de nos équipes. Et ça, il faut les chérir et trouver les bonnes personnes qui seront les bonnes références. Parce que souvent, vu qu'on est seul à prendre des décisions seul, rapidement, on peut reproduire on va dire, des mauvaises solutions. Alors que par l'échange et la réflexion collective, on peut arriver à s'améliorer. De même, dans nos pratiques professionnelles, vraiment, moi, je vous incite à vous rapprocher des associations d'architectes qui maillent tout le territoire, les maisons d'architecture, les syndicats et votre ordre qui pratique et qui est vraiment sur le terrain avec vous, parce que ça permet de décloisonner vos pratiques et ça permet de vous réinterroger, ça permet de croiser vos confrères. Et quand on travaille seul, c'est extrêmement important, en fait, certes, de prendre des décisions seul, mais de ne pas, en fait, être tout le temps isolé. Il faut voir ses confrères et ses consoeurs pour pouvoir échanger et améliorer ses pratiques et s'ouvrir à d'autres pratiques, etc. Voilà pour mes conseils de fonctionnement. Merci beaucoup, Guillaume. Yorick, si tu veux bien. Bonjour à tous. Alors, moi, j'interviens pour faire un retour un peu d'expérience. Je travaille principalement avec des particuliers sur de l'habitat individuel. Et donc, je suis en auto-entreprise depuis 2021. Et donc, le statut d'auto-entreprise, il est tout à fait convenable pour se lancer, comme l'a évoqué Guillaume, et il permet une certaine liberté. C'est un statut qui est plutôt apprécié par les particuliers. Moi, j'ai eu des clients, par exemple, qui étaient hyper heureux de démarrer un projet avec des personnes qui se lancent à leur compte, etc. Alors, ce qui est la grande spécificité pour moi, c'est vraiment cette question de la TVA, en fait, au quotidien. Et en fait, il y a un énorme travail avec les particuliers qui, eux, font pas la différence entre le hors-taxe et le TTC, de leur expliquer voilà, qu'on a un statut et qu'il y a une possibilité de leur facturer de la TVA en cours de mission. Donc, c'est dans cette gestion-là de l'auto-entreprise qu'il faut être vraiment vigilant, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en tête son chiffre d'affaires de l'année, parce qu'on peut avoir voilà, plusieurs projets on peut signer plusieurs contrats et on a un risque de dépassement au cours de l'année. Et donc, on peut en fait très bien se retrouver à facturer 20% de plus à un client. Donc ça, il faut vraiment qu'ils en prennent conscience et leur expliquer le statut particulier de l'auto-entreprise à ce niveau-là. Néanmoins, ça peut être aussi un avantage. Par exemple, moi, ce que je fais souvent, c'est de leur expliquer que j'ai un risque de dépassement de chiffre d'affaires de l'année et que s'ils veulent bénéficier du tarif hors taxe, ils devront en fait me faire des retours assez concis, concrets et prendre des décisions assez rapidement, ce qui permet en fait d'éviter d'avoir parfois des projets qui tendent à s'éterniser ou à s'étendre sur une durée trop longue à s'étendre sur une durée trop longue. Et donc, ça permet, voilà, nous d'avancer et d'être réactifs et aussi aux clients d'être réactifs vis-à-vis de nous. Et j'utilise un peu cet argument du hors-taxe pour les rendre réactifs.
le passage à la TVA, en fait, comment ça se passe? Alors moi, je vais passer à la TVA l'année prochaine. Et en fait, il faut simplement demander aux impôts qui vous donnent un numéro de TVA intracommunautaire. Et à partir de là, vous vous dites à partir, par exemple, du mois de février, je vais facturer de la TVA à mes clients. Donc, donc ça se fait assez facilement. Par contre, il faut bien s'y prendre à l'avance parce que les impôts ont tendance à avoir aussi leur temps de réaction. Donc, il ne faut pas se retrouver piégé à ce niveau-là. Et il faut surtout pas en fait facturer de la TVA quand on commence à facturer de la TVA, c'est vraiment au premier du mois. Il faut pas se retrouver dans un même mois à facturer de leur taxe et de la TVA. Donc ça, c'est vraiment pas possible. Et d'autres subtilités, par exemple, moi là, j'arrive en décembre, j'ai une mission de permis de construire qui doit se terminer. Et si le client me paye ce mois-ci, je vais dépasser le plafond. Donc, ce que je lui ai simplement proposé, c'est de dater ma facture et d'effectuer le paiement en janvier pour que lui conserve le hors-taxe. Et ce que j'ai fait pour être garanti d'être payé, c'est que j'ai récupéré un chèque aujourd'hui que j'encaisserai simplement en janvier. Donc voilà, il y a aussi un peu ce travail à faire là sur cette question de la TVA, qui est un peu subtile et qu'il faut bien comprendre quand on s'engage avec des particuliers. Mais en tout cas, c'est vraiment un statut idéal pour se lancer. Et voilà. Donc, je passe la parole à Lydia. Merci beaucoup, Yorick. Oui, Lydia, brièvement, si tu peux compléter sur la protection des autres biens que la résidence principale. Et ensuite, on a énormément de questions ce soir. Oui, alors je vais aller très très vite parce qu'il y a eu une époque où vous deviez faire une déclaration d'insaisissabilité auprès d'un notaire pour protéger votre résidence principale. Et puis, depuis quelques années, la résidence principale est protégée de fait. Donc, elle est insaisissable par principe. Donc, aujourd'hui, ce qui peut être protégé en déclaration d'insaisissabilité, ce sont les autres biens immobiliers, donc résidence secondaire, etc., etc. Mais comme désormais, il y a le nouveau statut d'entrepreneur individuel, ce nouveau statut juridique qui lui aussi permet finalement de faire une distinction très nette entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, se pose la question, et c'est la pratique professionnelle et finalement la suite de la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs qui permettra de le dire, est-ce qu'il est vraiment encore nécessaire de faire cette déclaration auprès du notaire? Oui, peut-être, tout en sachant qu'elle a quand même un inconvénient, c'est qu'à partir du moment où vous déclarez insaisissable votre résidence secondaire, elle le devient, et si vous devez finalement opter pour un régime, finalement investir, vous dire que l'entreprise individuelle, ça n'a qu'un temps, elle vous a permis de vous lancer, mais vous voulez vous associer avec d'autres architectes, créer une société, et qu'il va falloir un peu investir, un peu emprunter de l'argent, alors l'insaisissabilité de vos biens va être un frein plutôt qu'un avantage, puisque le banquier, lui, il devra aller chercher des garanties et qui ne saura plus très bien auprès de qui aller les chercher. Guillaume, est-ce que tu veux rebondir? Oui, très, très rapidement sur ce sujet. Effectivement, si vous souhaitez faire une dette professionnelle, c'est-à-dire capter la richesse future, en fait, c'est ça une dette, faire un prêt, eh bien, il faut faire attention à la stratégie et notamment par rapport à ces protections qui peuvent être un frein parce que vous ne pouvez pas garantir auprès de la banque par vos biens personnels un prêt bancaire qui vous permettrait de vous agrandir, de créer de la trésorerie, d'acheter des nouveaux locaux, de partir à l'international, peu importe, toutes vos idées d'investissement sont bonnes. Et là, il faut faire attention, ça va créer évidemment de la gestion administrative et juridique en plus. Donc, c'est une bonne chose, mais tout dépend aussi de votre projet de carrière, je peux dire. Et pareil pour la protection dans votre foyer par un contrat de mariage ou un contrat de Pacs. Vous pouvez très bien l'insérer aussi et protéger vos biens par ce contrat. Là aussi, faites attention aux paris sur l'avenir par rapport à l'amour que vous portez à votre compagne et compagnon, parce que tout lui mettre dans les mains, ça veut dire qu'il part avec si jamais il y a une… Donc là aussi, c'est une prise de risque. Comme c'est on disait une richesse future pour un prêt, et là, c'est pareil. Donc faites attention et regardez bien tous ces éléments et tout est prise de risque, mais voilà, faut en avoir conscience quand vous signez les documents. Voilà. Je complète le propos de Guillaume, c'est quand vous allez contracter un prêt, que vous soyez en société ou que vous soyez en auto-entrepreneur ou quel que soit le statut, si effectivement le banquier estime qu'il a un risque
de non-recouvrement de cette dette, parce que vous avez protégé certains biens, il va vous demander une caution bancaire à hauteur soit de la totalité, soit d'un pourcentage. Et ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez signé un document de caution bancaire, eh bien, même si vous avez protégé certains biens et si vous n'arrivez pas à honorer votre dette, eh bien, le banquier aura le droit d'aller chercher plus loin et d'aller, on va dire, puiser dans vos biens propres pour pouvoir obtenir gain de cause. Donc, et ça l'est aussi parce que parfois on l'oublie, quand on est en ce qu'on appelle en SARL ou en EURL, on dit c'est une société à responsabilité limitée en fonction des apports, en fonction notamment du capital. Donc, on ne va pas vous chercher plus loin que le capital que vous avez mis au départ, sauf si vous êtes caution personnelle. Et dans ces cas-là, sur le volet, soit du prêt, mais attention aussi parce que ça l'est également dans les découverts bancaires. Les banques peuvent vous demander quelque part une caution sur votre découvert bancaire. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller vous chercher sur vos biens propres et on va aller au-delà, à la limite, du capital que vous avez apporté au départ. Merci Lydie. Nous en sommes aux questions-réponses, si je ne me trompe pas. Et il y a énormément de questions ce soir, pas loin d'une centaine déjà. On ne pourra clairement pas les traiter toutes dans le temps qui nous reste, mais évidemment, vous le savez, nous essayons d'y répondre ultérieurement sur le site de l'Ordre par écrit. Je vais essayer d'en attraper quelques-unes au vol. Je vous propose... j'en ai vu passer une sur la retraite lorsqu'on est dans ces différents statuts. Quelqu'un qui nous disait qu'on ne cotise pas à la retraite. Je pense que ça serait bien de confirmer qu'on cotise évidemment à la retraite. Par exemple, Lydia, si tu peux, ou Lydie. Lydia. Quand on est micro-entrepreneur, en tout cas, la cotisation, on paye une somme forfaitaire pour permettre finalement de payer toutes ces contributions sociales et ces cotisations sociales. Et bien entendu, cette somme forfaitaire, elle vous couvre pour l'ensemble des... c'est une couverture globale. Donc, vous allez cotiser pour la maladie, maternité, y compris les indemnités journalières. Vous allez cotiser pour l'invalidité décès, la retraite de base, la retraite complémentaire à la CIPAV, puisque là, vous êtes concerné par la CIPAV, parce que justement, à la différence d'autres professions libérales qui ne sont pas à la CIPAV et qui ne peuvent pas être micro-entrepreneurs parce qu'elles ne sont pas à la CIPAV, vous vous relevez de la CIPAV et ça vous donne l'autorisation d'avoir ce statut de micro-entrepreneur, les allocations familiales et la CSG-CRDS. Donc non, il n'y a pas d'exclusion de la retraite complémentaire et de la retraite de base. Par contre, c'est un forfait, ce n'est pas une cotisation libre. Donc, effectivement, cette protection, elle est, on va dire, c'est une minimale. Voilà. Merci Lydia. On a plusieurs questions sur la limite entre privé et entreprise, et privé et pro au niveau de la maison, c'est-à-dire ceux qui travaillent chez eux. Je ne sais pas lequel qui peut répondre. Je peux juste apporter une précision. En fait, au niveau de vos impôts, vous devez déclarer des mètres carrés, en fait, pour indiquer quels sont l'usage professionnel que vous dédiez dans votre résidence principale. Donc, c'est à vous de le définir le plus honnêtement possible, parce que si vous avez un contrôle, il faut que ça corresponde à la réalité. Si c'est un bureau d'1 mètre carré dans votre séjour, bah, vous mettez 1 mètre carré. Et puis, si c'est une pièce entière, vous mettez la pièce entière, en fait. Soyez le plus réaliste possible. Et à partir de là, on va dire que, étant donné qu'avec le statut d'entrepreneur individuel, et là, je pense que Lydia ou Lydie pourront répondre, et vu qu'il y a une différenciation maintenant légale du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel, à partir du moment où vous avez déclaré aux impôts quels étaient vos mètres carrés, on peut définir quelle affaire il y a là-dedans et qu'est-ce qui appartient ou non à la profession et à la vie privée. Merci Guillaume. Il y a une question sur la TVA qui est assez complexe, effectivement. Un chantier de réhabilitation et surélévation avec 3 niveaux de TVA appliqués sur les travaux, 20%, 10%, 5,5%. Alors, on sait que pendant l'opération, on doit facturer la TVA à 20 et ensuite,
Si la mission est arrivée à son terme, donc que c'était une mission complète, là, on applique une TVA différente sur les honoraires. Mais n'empêche que quand on est en plus de ça en micro-entreprise et que du coup, on ne paye pas la TVA, puis on la paye dans l'année, comme on l'a expliqué, quel micmac ça commence à créer là? C'est clair pour vous, ça, la manière dont ça se passe? Je peux tenter, mais après, il y a des spécialistes. Mais étant donné que c'est à partir du mois où vous dépassez le seuil, à partir de ce mois-là, vous allez faire une facture avec TVA, prenant en compte, et c'est quand vous faites un suivi de chantier, vous faites un DGD, un décompte général. Et donc, du coup, normalement, tous les mois, vous savez quel pourcentage de TVA vous avez. Et donc, vous pouvez le facturer directement. Et quand le DGD sera clos, vous ferez une facture rectificative de TVA. Est-ce que c'est clair auprès des juristes et des experts comptables, ce que je viens de dire? Je reprends juste la parole. Là, c'est la difficulté parce qu'on est sur des chantiers longs. Et si vous facturez des acomptes, c'est ça, c'est-à-dire que tout au long, vous n'êtes pas assujetti. Là, on va dire, il n'y a pas de sujet, mais quand vous faites le solde, la facture définitive, on intègre ensuite derrière les acomptes que vous avez versés. Et là, très franchement, c'est à étudier parce que je ne sais pas si on ne doit pas faire une régule de TVA. Et donc, par rapport aux particuliers, leur faire soumettre l'impôt. Et Yorick, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la difficulté, justement, c'est quand on passe à ce nouveau régime, c'est d'expliquer à des clients qui, à un moment donné, n'ont pas payé la TVA, qu'il faut la payer à un moment donné. Donc là, la réponse n'est pas simple. En tout cas, je ne me prononcerai pas à 100% sur la réponse. Merci Lydie. Et je reste sur la TVA. Une question, je crois qu'on a oublié de le dire et je ne le sais pas moi-même. Quand on dépasse le seuil de 36 500 et que le micro-entrepreneur se met à donc facturer de la TVA, est-ce qu'il se met également à la récupérer? Est-ce qu'à ce moment-là, ses achats, il achète des crayons, je ne sais quoi, il se met à la récupérer d'un seul coup? De facto, on rentre dans le champ et donc vous la collectez, mais ça vous donne droit à la déduire. Et ça me permet, j'avais noté une petite chose, c'est que effectivement, quand vous n'êtes pas assujetti à TVA et que vos clients sont des particuliers, là, vous avez un vrai avantage par rapport à une société ou une entreprise ou un architecte qui exerce depuis plusieurs années. Là, il y a une vraie différence. En contrepartie, si vous avez un local qui vous est facturé, le loyer est facturé avec TVA, vous ne pouvez pas le déduire. Vous ne pouvez pas déduire votre TVA sur les investissements, sur tout ce qui est mobilier, tout ce qui est aménagement. Si vous travaillez avec un prestataire en sous-traitance qui, lui, est assujetti à TVA, vous ne pouvez pas déduire la TVA. Donc, même chose, il faut faire le calcul. Et pour répondre à votre question, le mois où vous êtes assujetti à la TVA, vous la collectez et ça vous donne le droit de la déduire. Et la TVA sur les achats, si c'est de la livraison de biens, donc des achats classiques, de la papeterie, des investissements, vous pouvez déduire la TVA avant de la payer. Alors que vous, comme vous êtes en prestation de service, vous allez reverser à l'État la TVA collectée que quand le client vous a payé. Donc des fois, en plus, il faut parfois jouer un petit peu là-dessus et parfois peut-être facturer à la fin du mois, puisque vous savez que vous allez être encaissé le mois suivant et ça vous évite parfois d'avancer un peu de TVA. Merci. Je saisis une autre question au vol. Peut-on avoir deux entreprises individuelles différentes au nom d'une même personne pour deux activités différentes? Alors, je crois pouvoir répondre que si ce ne sont pas des micro-entreprises, oui, on peut avoir deux activités, deux entreprises individuelles différentes au nom d'une même personne. Et j'imagine, Lydia, que tu vas nous faire un rappel déontologique sur quand on a une entreprise d'architecture et une entreprise qui ne l'est pas. Alors, oui, mais avant, deux micro-entreprises, c'est non. Hein, là, c'est clairement non. Il est impossible d'avoir deux micro-entreprises. En revanche, avoir deux entreprises de nature différente, avec des activités différentes, c'est tout à fait autorisé. Bien entendu, pour les architectes, la déontologie leur impose dans ces cas-là, et j'ai vu passer tout à l'heure dans le fil des questions,
par exemple, une activité, vous avez créé votre activité de contractant général. C'est une activité par nature commerciale. Cette activité par nature commerciale ne peut pas être exercée au sein d'une entreprise d'architecture, quelle que soit sa forme. Que ce soit une entreprise individuelle, que ce soit une micro-entreprise ou que ce soit une société d'architecture. Il va donc être nécessaire, pour que vous puissiez respecter la déontologie, de créer une structure indépendante de cette activité d'architecture, donc une personne morale différente, parce que deux activités libérales indépendantes, c'est compliqué déontologiquement. Donc là, vous allez devoir prouver que vous avez deux personnes morales différentes. Donc vous allez avoir votre entreprise individuelle d'architecte, si vous êtes en entreprise individuelle, et votre activité de contractant général, forcément, devra passer par la création d'une personne morale distincte pour bien faire la différence entre ces deux activités. N'oubliez pas que l'entreprise individuelle, c'est une personne physique uniquement. Et donc, si elle a plusieurs activités, c'est difficile de concevoir pour une profession qui est soumise à une déontologie comme les architectes, c'est difficile de concevoir que ce soit deux entreprises individuelles. Nécessairement, ce sera une entreprise individuelle pour l'exercice de la profession d'architecte, une société pour l'exercice de l'activité de nature commerciale différente, distincte, indépendante. Voilà. Merci beaucoup, Lydia. Une question pour notre expert comptable, Jolie. Quand on évoque le chiffre d'affaires, parle-t-on des sommes facturées ou des sommes encaissées? Lydie, s'il vous plaît. Ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, c'est la production que vous avez réalisée. Si on parle de vocabulaire, c'est le chiffre d'affaires, c'est la production que vous faites et derrière qui entraîne du chiffre d'affaires facturé, la facturation. Ce qu'on appelle les encaissements, c'est vos recettes. Et en micro, on raisonne par recettes, puisque c'est les sommes qui sont encaissées, alors qu'en société, on raisonne par chiffre d'affaires. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Pardon, pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire qu'en micro-entreprise, quand on parle de paliers de chiffre d'affaires, on parle des encaissements, c'est-à-dire des virements qui sont réellement arrivés sur le compte. Si vous regardez les textes, en micro-entreprise, sauf erreur de ma part, on ne parle pas de chiffre d'affaires, mais de recettes et de sommes encaissées. Alors que quand vous êtes sur du vocable et des textes liés aux sociétés, on parle bien du chiffre d'affaires. Merci. Bon, on ne va pas aller jusqu'à remercier les clients qui ne veulent pas payer leurs factures, mais au moins on ne les prendra pas en compte pour nous faire dépasser le plafond. On n'a plus qu'1 minute et on va essayer de finir à l'heure comme la plupart du temps. Je prends une dernière question sur l'UNAPL aurait indiqué qu'en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires, l'impôt sur les sociétés n'était pas intéressant. Est-ce que je crois que c'est Lydie qui aurait peut-être dit l'inverse? Est-ce que vous pouvez préciser? Alors, c'est pas que j'ai pas évoqué de seuil. Tout dépend de votre taux d'imposition personnelle. Si vous êtes dans un foyer où j'ai deux personnes qui ont des rémunérations qui sont conséquentes, je vais me retrouver avec un taux à plus de 40% d'impôt sur le revenu, à l'inverse de quelqu'un qui est tout seul où j'aurais peut-être une tranche à 11 ou à 30%. Donc là, il faut faire attention. Et vous pouvez peut-être payer un peu plus en impôt société puisque la société doit payer son impôt et vous devez payer l'impôt par rapport à votre revenu. Sauf qu'en impôt société, c'est vous qui arbitrez quand vous payez l'impôt. À l'impôt sur le revenu, vous le subissez. C'est-à-dire quand vous êtes au réel, en bénéfices non commerciaux, en entreprise individuelle au réel ou en micro, c'est quelque part les clients qui vous versent de l'argent, voilà, vous êtes obligé de le déclarer et donc vous subissez l'impôt, ou en bénéfices non commerciaux, c'est les encaissements et vos décaissements, mais vous ne pouvez pas provisionner certaines sommes. Alors que quand vous êtes à l'impôt société, vous allez déterminer votre rémunération personnelle qui sera soumise à impôt sur le revenu, et vous pouvez laisser votre trésorerie dans la société et vous ne paierez l'impôt que si vous touchez une somme d'argent à titre personnel. Et donc, c'est parfois ça où là, il y a peut-être un intérêt à un moment donné de passer en société. C'est vraiment du cas par cas. Voilà.
Merci Lydie. Je voulais juste rappeler que ce webinaire sera en replay à la fin de la semaine sur le site de l'Ordre pour ceux qui me signalent qu'ils ont raté le début. Qu'on va également publier un article qui est prêt sur le site pour apporter plein de détails factuels et des renvois vers des documents si nécessaire. Et puis, je m'aperçois qu'on a oublié de parler de la spécificité des départements d'outre-mer. La Guyane, la TVA n'est pas applicable, comme ils le savent, mais c'est important de le redire. Et puis en Guadeloupe, Martinique et Réunion, le seuil est plus élevé à 50 000 et le seuil de tolérance à 60 000. Donc voilà, ce sont des petites spécificités. Vas-y Lydia, précise s'il te plaît. C'est pour la franchise de TVA, hein, très précisément. Oui, merci, tout à fait. Voilà, en fait, il y aurait énormément plus à dire. Je pense qu'on est à plus de 150 questions. On en a répondu à une petite moitié par écrit. On garde évidemment les autres pour vérifier que les réponses sont dans les documents qu'on va publier et sinon, on va les rajouter. Je suis ravi qu'on ait été aussi nombreux ce soir. On était vraiment beaucoup et je suis ravi que ce sujet vous intéresse. On va donc continuer à travailler dessus pour vous apporter plein de réponses. Probablement qu'on le mettra aussi dans le prochain bloc-net pour ce qui concerne l'article et peut-être le replay en même temps. On va organiser tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer des sollicitations, des suggestions pour des sujets de webinaire si vous avez besoin de sujets comme ça au quotidien. En tout cas, on continue. On vous en propose un autre dès la rentrée. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Reposez-vous, profitez-en. Et puis, on se retrouve à la rentrée de janvier. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci aux intervenants de ce soir.